Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview. Nous aurons le plaisir de retrouver Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Bred Banque Privée, avec qui nous tenterons de comprendre ensemble la fiscalité en matière de cession d'œuvres d'art. Et puis enfin, dans la troisième partie de Smart Patrimoine, dans Enjeux Patrimoine, nous nous intéresserons au niveau de taux de crédit immobilier et à leur impact sur la dynamique de vente et peut-être de niveau de prix en matière d'immobilier résidentiel pour 2023. Des sujets que nous traiterons avec Pierre Sabatier, économiste, prospectiviste et président de PrimeView. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. On est ravis de vous retrouver cette semaine et on commence avec les actualités de cette semaine dans le monde de l'art. Encore une étape de franchie concernant les restitutions, Sybille. Alors la semaine dernière, un projet de loi pour les restitutions concernant les œuvres d'art spoliées par les nazis avait été présenté. Cette semaine, c'est Jean-Luc Martinez, qui est le directeur du Louvre, qui présente son rapport sur les restitutions d'œuvres d'art africaines à la demande d'Emmanuel Macron. Cela concerne les œuvres d'art qui sont présentes encore aujourd'hui dans les collections publiques. Alors le point majeur du rapport, c'est de définir les critères de restituabilité, c'est-à-dire présenter quelles sont les œuvres d'art concernées par ces critères. Jean-Luc Martinez établit 9 critères. Alors pour résumer, d'abord, la demande doit émaner d'un État d'origine et celui-ci doit vérifier qu'un autre État ne fait pas la même demande sur les mêmes biens. Ensuite, on doit vérifier si l'acquisition auprès de la France a été illégale ou illégitime. Et enfin, l'État requérant doit aussi s'engager à garder la nature patrimoniale de l'œuvre d'art, donc c'est-à-dire faire en sorte que celle-ci soit encore présentée au public au sein du pays d'origine. Et aussi, les demandes ne peuvent pas s'accompagner de demandes financières. Si les critères sont remplis, Sybille, comment se passerait la restitution ? Alors, selon les propositions de Jean-Luc Martinez, l'œuvre passera ensuite en commission composée d'experts français et aussi d'experts du pays d'origine. L'avis, ils émettront aussi ensuite un avis consultatif. L'avis sera ensuite validé par un décret du Conseil d'État ou un accord intergouvernemental. Autre idée apportée par Jean-Luc Martinez, c'est la notion de patrimoine partagé, c'est-à-dire une solution pour les œuvres d'art qui ne rempliraient pas tous les critères dont on a parlé. La France, en fait, ferait par exemple une sorte de dépôt à long terme auprès des pays concernés plutôt qu'une restitution au sens juridique du terme. Est-ce qu'on a une estimation aujourd'hui, Sybille, du nombre d'œuvres qui pourraient être concernées au sein des institutions publiques ? Oui, alors Jean-Luc Martinez précise bien, je cite, « Les collections publiques françaises ne seront pas vidées ». Alors par exemple, le musée du Quai Branly examine en ce moment l'origine de 180 œuvres africaines sur les 80 000 œuvres africaines qu'il possède dans ses collections. Pour rappel, ce rapport servira de base de préparation au projet de loi cadre qui sera soumis dans les prochains mois au Parlement. Voilà donc pour le sujet des restitutions. On continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine et on passe sur l'actualité des foires, Sybille. Oui, alors Art Basel annonce les points forts de la prochaine édition de sa foire qui sera à Bâle, qui aura lieu mi-juin prochain. Dans les nouveautés principales, un secteur dit cabinet sera installé. Ce sont des espaces thématiques qui seront présentés au sein même des stands des galeries d'art. On retrouvera 13 secteurs autour d'expositions d'œuvres d'art de différents artistes comme Anne Sala, qui est représentée par Esther Schipper, et Genesis Bélanger, représentée par Perrotin. Art Basel 2023 présentera aussi 76 installations et performances à grande échelle dans son secteur Unlimited. Et il y aura aussi un parcours dans la ville pour présenter 26 œuvres et performances créées pour l'événement. Pour rappel, l'édition 2023 aura lieu du 15 au 18 juin prochain et réunira 284 galeries. Et on finit nos échanges donc sur ces actualités du monde de l'art cette semaine avec la Tate Britain qui dévoile le nom des 4 artistes nominés au Turner Prize. Oui, la Tate Britain a annoncé les 4 artistes présélectionnés pour leur Turner Prize 2023. Alors on commence par Jessie Darling. Jessie Darling travaille des sculptures et des installations qui évoquent la vulnérabilité des corps humains et la précarité des structures de pouvoir. On a aussi Guylaine Lung.
Glenn Lund travaille des œuvres d'art qui prennent forme de partitions. En fait, ce sont des instructions qui permettent de tester les limites de l'espace de la galerie. Rory Pilgrim raconte des histoires, des poèmes, réalise des musiques, des films, créés en collaboration avec des communautés locales pour réfléchir sur les temps de changement et la lutte pendant la pandémie. Et enfin, Barbara Walker avec une pratique qui interroge les problèmes passés et présents de l'identité raciale, d'exclusion et de pouvoir. Donc ces 4 artistes seront exposés dans une exposition commune au Towner Eastbourne dans l'East Sussex à partir de septembre prochain. Le gagnant sera annoncé le 5 décembre 2023. Le lauréat aura une bourse de 25 000 pounds et 10 000 pounds seront attribués aux artistes présélectionnés. Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Braid Banque Privée. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est la fiscalité qui s'applique en matière de cession d'œuvres d'art. Première question, peut-être celle qui va le plus intéresser finalement les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des cas d'exonération lorsqu'on cède ou on vend une œuvre d'art avec laquelle on a réalisé une plus-value ? Alors, il y a quelques cas, mais ils ne sont vraiment pas nombreux. Le premier cas, c'est lorsque la valeur du bien est inférieure à 5 000 €. D'accord. Deuxième cas, c'est les non-résidents. Les non-résidents ne sont pas tenus des plus-values réalisées sur le territoire français. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont exonérés dans leur état de résidence. Donc, exonérés en France, mais peut-être imposables à l'étranger. Et le troisième cas, c'est lorsque vous cédez à des musées, à des collectivités territoriales et collectivités locales. Là, en effet, vous avez une exonération. Donc, lorsqu'on possède une œuvre d'art, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une fiscalité associée le jour où on veut céder l'œuvre d'art. Et oui, rien n'est gratuit. Et pour ça, il y a 2 choix. Oui. Vous allez nous les expliquer. Exactement. Donc, il y a 2 options. Soit vous avez l'imposition à la taxe forfaitaire de 6,5%, de 6% auquel vous ajoutez la CRDS de 0,5%. Donc, le tout fait 6,5%. Et les 6,5% vont s'appliquer sur le prix de cession. Donc, ça, c'est la première option. Donc on va vendre une œuvre d'art et là, on applique 6,5%. Exactement. On prend 100 000 €, c'est la valeur du prix de cession, on applique 6,5%, ça vous fait 6 500 de fiscalité, on n'en parle plus. L'autre possibilité, et c'est sur option, c'est de demander l'application du régime des plus-values sur biens meubles. Et là, on est à 19% plus les prélèvements sociaux, donc 17,2%. Vous allez me dire, le choix est vite fait. 6,5 bien sûr, versus 36,2% si on additionne les deux, il n'y a pas photo, je vais prendre de la taxe forfaitaire. Sauf que lorsque vous prenez l'option pour les plus-values sur biens meubles, vous avez une possibilité d'abattement, donc de 5% par année de détention de la deuxième année, et donc une exonération au bout de 22 ans. Là où le cas une exonération par la taxe forfaitaire n'existe pas. Donc c'est la durée de détention qui va déterminer si on choisit l'un ou l'autre des modes de calcul ? Et si on a les justificatifs, parce que forcément, si on décide d'aller chercher l'exonération parce qu'on a une détention longue, suite à une succession, héritage, donation, il faut pouvoir justifier la date et la valeur d'entrée dans le patrimoine. Donc ça peut être l'acte d'achat, si vous avez fait tout simplement un achat de gré à gré ou dans une maison de vente, ou l'acte de succession, à la condition, encore une fois, qu'il y ait eu un inventaire de succession. S'il n'y a pas eu d'inventaire, on ne pourra pas prouver la date d'entrée. Donc parfois, on est bloqué et on ne peut pas bénéficier d'exonération faute de justificatif. Donc premier conseil, conservez vos justificatifs. C'est très 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 important. Et alors là, vu que c'est en ce moment même qu'on peut faire nos déclarations d'impôts, pour ceux qui seraient concernés par l'IFI, il y aurait quelque chose de particulier dont vous voudriez nous faire part. Tout à fait. Alors pour rappel, l'IFI, qu'est-ce que c'est ? C'est l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF en 2018. Bien sûr. Au niveau de l'assiette, on a eu un grand changement, c'est qu'aujourd'hui, l'IFI, comme c'est précisé, l'impôt sur la fortune immobilière, va s'appliquer uniquement sur l'immobilier détenu en direct, donc résidence principale, résidence secondaire, tout ce que vous avez en immobilier de rendement, un appartement locatif, que ce soit location nue ou meublée, et ensuite tout ce que vous détenez de manière indirecte via des sociétés, donc des parts de SCI, des parts de SCPI. Tout ça, vous rentrez du coup dans l'assiette pour calculer votre IFI. Bien sûr. D'accord. Et pas l'œuvre d'art. Les œuvres d'art ne sont pas des biens immobiliers. Ouais. Exactement. Ce ne sont pas des biens immobiliers, donc ils ne sont pas taxables. Mais pourtant, on va avoir, lorsqu'on cède une œuvre d'art, des impacts sur l'IFI, en particulier sur le plafonnement de l'IFI. Alors, je m'explique. Donc, on a un IFI. Le jour de la déclaration, vous allez calculer votre IFI. Et puis, vous allez voir si vous allez pouvoir bénéficier du plafonnement de l'IFI. Donc, qu'est-ce que c'est le plafonnement de l'IFI ? Si l'ensemble de vos impositions, donc impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, contributions sur le revenu et l'IFI de l'année en cours, si l'ensemble de ces revenus excède
l'ensemble de ces impositions excède 75% des revenus, ce qui va excéder va venir en déduction. Donc vous allez calculer votre montant d'IFI, vous calculez votre plafonnement. Si vous avez un résultat positif, vous allez venir en déduction de l'IFI. On va peut-être donner un petit exemple pour que les gens comprennent. Mettons qu'on gagne 50 000 euros par an, mais qu'on détient une résidence principale valorisée à 1 million d'euros parce qu'on habite à Paris ou dans une région où l'immobilier a fortement augmenté. La fiscalité va être conséquente alors qu'on n'aura pas forcément les moyens, avec les revenus qu'on aura perçus sur une année, de payer cette fiscalité. Exactement. Donc ça ne doit pas excéder 75% de ce qu'on gagne sur une année. Exactement. Et dans les revenus, on inclut l'ensemble des revenus. Les salaires, les BIC, les BIC, les plus-values, notamment sur les cessions d'œuvres d'art. Et c'est vrai que pour la résidence principale, petit aparté, ça peut être vite, l'IFI peut se retrouver en forme d'injustice parce que la résidence principale ne génère pas de revenus et parfois dans certaines régions, on se retrouve à être redevable d'un impôt et on n'a pas forcément les revenus en face. C'est pour ça que le plafonnement va venir un peu gommer cette injustice et permettre à des contribuables qui ont moins de revenus de pouvoir faire face à leurs impôts. Et c'est là où le plafonnement de l'IFI va être impacté par une cession d'œuvres d'art parce que, comme vous avez compris, on va calculer l'ensemble des impôts. Dans les impôts, bien sûr, je dis l'impôt sur le revenu, l'IFI, prélèvements sociaux, contributions sur les revenus. Dans l'impôt sur le revenu, on va également retrouver la taxation sur une cession d'œuvres d'art. Oui. Et en face, dans les revenus, on va également intégrer la plus-value que vous avez réalisée sur une œuvre d'art. Et c'est là où ça peut être un peu dangereux, c'est qu'on va se dire, et on va l'illustrer avec un exemple, on va se dire, moi je vais faire jouer l'option pour la plus-value sur bien meuble parce que je vais avoir une exonération. Je n'aurai pas d'impôt à payer au moment de la cession. Sauf que parfois, ce qu'on oublie, et c'est très important, c'est que les revenus en face doivent rentrer pour le calcul du plafonnement. Et malheureusement, ce qu'on a gagné au moment de la cession de l'œuvre d'art, on pourrait le perdre au moment du plafonnement et on va se retrouver redevable de l'IFI parce qu'on a gonflé le revenu. Et pire que ça, donc non seulement on aura gonflé le revenu, mais en plus on aura réduit l'imposition parce qu'on se retrouve avec une exonération. Donc, du coup, j'ai une petite illustration. On va partir d'une œuvre d'art vendue à 100 000 euros. Je l'ai acquis à 30 000 euros. Après, on va faire à deux périodes. Donc une belle plus-value, en tout cas sur le papier. 70 000 euros. Ouais. Bravo, bien vendu. Casso, c'est génial. Donc j'ai une plus-value de 70 000 euros. L'impôt à prendre en compte pour une taxe forfaitaire, c'est facile, je prends les 100 000 multipliés par 6,5. Oui. Ça me fait du coup 6 500 qui va venir gonfler ma balance imposition. Qu'est-ce que je mets en face pour les revenus? Parce que je dois aussi, pour pouvoir comparer les fameux 75% de revenus, gonfler mes revenus. Là, le BOFIP nous a fourni une formule de calcul, toujours aussi simple à l'image de notre Code général des impôts français. Pour calculer les revenus, qui va gonfler la partie revenus, on ne va pas prendre les 100 000, qui est le prix de cession. On va calculer de manière théorique cette plus-value. On va prendre les fameux 6 500. D'accord. Auquel on va diviser par le taux applicable si vous avez pris l'option pour plus-value sur bien meuble, à savoir les 19%, plus les 0,5. Donc on a 6 500 divisé par 19,5. Ça nous fait un total, je ne l'ai pas calculé de tête bien sûr, de 33 000 et des poussières. Alors même que sur le papier, la plus-value est de 70 000 euros entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je la vends. D'accord, mais ce qui est retenu comme revenu, c'est 33 333 euros. Tout à fait. D'accord. Donc là, on va retenir les 33 000, donc toujours dans mon calcul plafonnement, je vais gonfler mes impôts de 6 500, je vais gonfler mes revenus de 33 000 et puis je regarde si j'ai toujours droit au plafonnement. Mais dans mon cas, je me suis dit, taxe de 6,5, je vais aller plutôt chercher l'abattement pour durée de détention. Premier exemple, je l'ai depuis plus de 5 ans, donc j'ai un abattement de 15%. Là, vous allez me dire, aucun intérêt, parce que ma taxation, même si j'ai 5% d'abattement, mais j'ai que 15 ans de détention, j'ai 21 000. On va dire, bof. Bien sûr, oui. Mais dans mon autre cas, en fin de compte, au bout de 5 ans, je ne les vends pas. Je dis, allez, je vais garder, je vais tenter l'exonération ou sinon je vais me rapprocher, on va dire 19 ans. Donc j'ai 19 ans de détention. Là ma plus-value, c'est beaucoup moins, on a 3 008. J'ai pris mes 70 000, je fais mon abattement. Bon, là, on a quasiment 85% parce que j'ai 19 ans. Là, j'ai plus que 3 800. Je dis, c'est génial. J'ai 3 800 versus 6 500. Pas con, moi. Je paye encore moins d'impôts, c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du plafonnement de l'IFI? Au niveau de la plus-value, même si elle est abattue de 85%, ce que j'intègre, c'est la plus-value brute, à savoir les 70 000. 100 000 moins 30 000. Donc, du coup, je vais aller intégrer 70 000 versus 33 000. Et parfois, en intégrant un revenu plus important, je vais me retrouver à un échec du plafonnement. Et du coup, j'aurais peut-être gagné au niveau de l'impôt sur la cession. Plus d'impôts.
Mais je me retrouvais avec un prendre IFI en compte plus moins, important. Exactement. Je me retrouvais avec plus d'impôts au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière. Et le cas le plus critique, entre guillemets, c'est que je vais jouer l'exonération totale. Donc, je ne vais rien gonfler côté imposition. Donc, je vais être flat. Bien sûr. Par contre, je vais être à 70 000 en revenus. Et pour ceux, les contribuables qui ont une grande collection d'œuvres d'art, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus parce qu'ils jouent régulièrement le plafonnement, soit parce qu'ils sont des distributions de dividendes différées, soit tout simplement ils ont peu de revenus. Parfois, une cession d'œuvres d'art, ils peuvent se retrouver face à un paiement de l'impôt, de l'IFI, qu'ils n'avaient pas forcément prévu initialement. Donc en gros, lorsqu'on cède une œuvre d'art, il y a OK, je réfléchis sur l'option. Est-ce que j'ai intérêt à faire la taxe forfaitaire ou jouer l'exonération ou du moins les abattements? Mais il faut aussi que je me pose une deuxième question. Je suis redevable de l'IFI et avec le plafonnement de l'IFI, je ne paye pas d'IFI. Donc je vais aussi réfléchir sur ça. Peut-être qu'il serait peut-être plus judicieux de payer plus au moment d'impôts de la cession plutôt que de payer plus d'IFI. Parfois, le calcul va vite être révélateur. Je préfère payer plus en cession, mais au moins au niveau d'IFI, je ne vais pas avoir une taxe beaucoup plus élevée. Donc attention à ne chercher que le gain fiscal et regardez aussi effectivement quel est le revenu qui va être intégré lorsque vous vendez une œuvre d'art. Merci beaucoup Yasmina Brasseur. Une toute petite question. Vous nous avez évoqué le fait qu'il faut garder effectivement tout ce qui va pouvoir prouver le fait qu'on détienne une œuvre depuis longtemps. Est-ce qu'une photo qui date d'il y a 70 ans et qui montre qu'on l'avait dans notre salon, ce sera retenu par... Non, ça ne marche pas, ça n'est pas un document officiel. Non, il faut vraiment l'acte d'achat, l'acte notarié, éventuellement les polices d'assurance. Oui. D'accord. Ça peut aider. Mais la photo de mamie qui vous donne le tableau... qui vous dit, regardez, elle était dans mon salon, ça ne marche pas. Avec les Photoshop aujourd'hui, puis l'intelligence artificielle, vous pouvez parfaitement monter cette photo. Merci beaucoup Yasmina Brasseur d'être venue sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial chez Bred Banque Privée. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons évoquer ensemble le crédit immobilier, le niveau du crédit immobilier en France actuellement, un sujet qui alimente de nombreux questionnements depuis plusieurs mois. Et nous allons tenter de comprendre en quoi il peut avoir ou non un impact sur les dynamiques du marché immobilier en France en 2023. Pour cela, nous avons le plaisir d'être à distance en duplex avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour. Bienvenue donc dans Smart Patrimoine. Vous êtes économiste, prospectiviste et président de PrimeView. Pour commencer cette interview, j'ai sous les yeux alors le taux d'usure qui sera pratiqué pour le mois de mai, maintenant qu'il est calculé mensuellement. On regarde donc pour les prêts immobiliers à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus. Le taux d'usure est passé à 4,52%. On est passé au-dessus des 4%. Le taux effectif moyen constaté sur les 3 derniers mois est lui à 3,39%. On se rapproche des 4%, mais on n'y est pas encore. Première question, Pierre Sabatier, un emprunt immobilier avec un taux ou un TAEG autour de 4% reste-t-il avantageux? On sent qu'il alimente beaucoup de craintes aujourd'hui. Pourtant, on entend des personnes un peu plus âgées qui nous disent que il n'y a pas si longtemps, les taux étaient encore plus élevés que ça. Et faut-il s'inquiéter d'un taux qui avoisinerait les 4% en matière de crédit immobilier, Pierre Sabatier? Je suis sûr que vous avez déjà une idée. En fait, la réponse à cette question est évidente. Évidemment que le monde n'est pas le même lorsque les taux tournent autour de 1% et comparativement en fait, à 4% comme aujourd'hui. Et nous n'en sommes qu'au début, c'est-à-dire que nous n'avons pas commencé véritablement à voir les effets, notamment sur le marché de l'immobilier. Alors, la différence fondamentale par rapport au passé, c'est vrai que les taux étaient plus élevés à une certaine époque, mais les volumes de dette en jeu n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix de l'immobilier, ils se sont ajustés avec des taux qui ont beaucoup baissé. Fait que la sensibilité au taux de la capacité d'emprunt, enfin de la capacité d'achat des ménages a été décuplée par rapport au passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est clairement face à un niveau de stress inédit depuis extrêmement longtemps sur le marché de l'immobilier français. Ça nous renvoie quasi aux années 90 et à la crise immobilière que le marché dans son ensemble avait connu, parisien y compris, donc avec des chocs de taux qui mettent sous pression la demande finale, parce que les prix de l'immobilier, c'est finalement pas autre chose que la réponse à cette question que vous posez au banquier, j'ai envie d'acheter, combien je peux avoir au regard de mes revenus? Mais alors, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un deuxième temps, on verra mécaniquement les prix immobiliers baisser, ou alors c'est justement là le sujet de stress aujourd'hui, c'est que les Français sont un peu plus endettés qu'il y a quelques années et que les prix de l'immobilier restent hauts. Alors oui, c'est qu'une question de délai. Vous savez, le temps, à la fois le temps de l'économie réelle et le temps des marchés financiers ou des taux d'intérêt n'est pas le même.
Et évidemment, quand vous suivez ça au quotidien, il y a une forme d'empressement. Mais l'impact classique d'une augmentation des taux d'intérêt, ça met du temps à se formaliser dans la vie réelle, dans le comportement en fait, des agents et également dans les dynamiques de prix, notamment des prix de l'immobilier. Je m'explique. Et c'est toujours la même chose. On est face finalement à presque à quelque chose d'assez traditionnel en économie. Alors vu que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vécu, beaucoup de gens ne l'ont pas vécu et donc en sont surpris. Mais la mécanique, elle est toujours la même. Quand vous avez une augmentation sensible des taux, immédiatement, le marché du neuf se bloque. Ce qu'on a constaté en France déjà depuis l'année dernière. Pourquoi ? Parce que le marché du neuf, c'est un marché de promoteurs qui doit faire face à un effet ciseau terrible qui s'appelle l'augmentation des coûts de production en conséquence de l'inflation que le monde a connue depuis maintenant 1 an et demi. Donc les coûts de production augmentent et le pouvoir d'achat des gens qui sont censés acheter votre logement baisse. Parce qu'avec l'augmentation des taux, eh bien, quand les taux montent de 2%, eh bien, votre banquier, à mensualité constante et horizon temps constant en termes d'emprunt, eh bien, il va vous dire que vous pourrez avoir 15% de moins. Donc vous avez à la fois en fait des coûts de production qui augmentent et une capacité à répliquer cette augmentation des coûts de production dans les prix de vente finale qui diminuent. Tout de suite, la promotion immobilière s'arrête. C'est vrai en France depuis maintenant le milieu d'année dernière, c'est vrai aux États-Unis depuis 1 an et demi, depuis le début d'année 2022, avec des corrections qui sont massives. C'est moins 20, moins 30, moins 40% par rapport au volume de production des années précédentes. Donc c'est classique. 1, le neuf s'arrête tout de suite. 2, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le volume de transactions souffre. C'est-à-dire que les prix ne s'ajustent pas tout de suite. Quand vous êtes un vendeur, vous avez en fait un bien à vendre, vous avez en tête le prix de l'année 2021 ou 2022, ou début 2022, et quand vous voulez mettre votre bien en vente, eh bien, votre référence en termes de prix, c'est celle-ci. Votre exigence en termes de prix, c'est celle-ci. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de demande, il y a toujours un désir d'acheter de l'immobilier, mais la problématique, c'est que ce vendeur qui veut vendre au prix de 2021 ou 2022 ne trouve pas preneur. Trouve pas preneur au prix, pour une raison toute simple, c'est parce qu'en fait l'acheteur en face de lui peut pas mobiliser la même somme d'argent, parce que le banquier vous dit, si les taux sont passés de 1 à 4, vous aurez 25% de moins. Donc il y a un désir d'acheter, mais pas à ce prix-là. Qu'est-ce que fait le vendeur ? Eh bien non, il ne baisse pas son prix tout de suite, il ne vend pas. Et c'est pour ça que naturellement, vous avez les volumes de transactions qui baissent. C'est déjà le cas en France, évidemment, c'est le cas aux États-Unis depuis maintenant 6 à 9 mois. Eh bien, 6 à 9 mois plus tard, vous avez d'abord volume de transactions qui baisse, puis ensuite, les prix vont s'ajuster. Parce que le vendeur finit par comprendre qu'il trouvera un acheteur en face de lui, mais qui ne trouvera pas d'acheteur au prix qu'il avait en tête. Et donc, c'est la mécanique dans laquelle nous rentrons à peine. Nous n'en sommes qu'au début de l'impact des taux d'intérêt qui met du temps à se traduire naturellement dans les prix de l'immobilier. En général, vous comptez 9 à 12 mois avant que les prix de l'immobilier flanchent a posteriori d'une augmentation des taux d'intérêt. Donc nous n'en sommes qu'au début. Une question peut-être un petit peu optimiste, peut-être trop optimiste sur le sujet. Alors effectivement, si les vendeurs ont du mal à trouver des acheteurs, il y a également un autre facteur qui est ce taux d'usure qui bloquait un certain nombre de dossiers et maintenant les normes HCSF qui sont pointées du doigt par un certain nombre de professionnels de l'immobilier. Si on reste dans un environnement de taux plus élevé mais avec des normes pour accorder un crédit immobilier qui se détendent, est-ce que cela pourrait permettre un atterrissage un peu plus en douceur pour le marché de l'immobilier en 2023 ? Non, la réponse est non. C'est-à-dire que les gens qui pensaient que le blocage de l'immobilier ou des transactions immobilières était associé au taux d'usure n'ont pas compris qu'en réalité, c'est la réponse au fait que la capacité d'emprunt des ménages est directement impactée par l'augmentation des taux. Donc en fin de compte, l'augmentation, ce n'est pas l'offre de crédit qui pose problème aujourd'hui, c'est le fait que c'est plutôt la capacité d'argent que peuvent lever le ménage, l'acheteur final, au regard de ses revenus, qui n'ont pas beaucoup augmenté. Et donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en réalité, croyez-vous, là, je vous pose la question, dans un monde dans lequel la croissance est en train de ralentir à peu près partout dans le monde, et c'est voulu, c'est les banques centrales, en fait, qui choisissent de faire ralentir la demande pour calmer les pressions inflationnistes, et donc, naturellement, pour qu'il y ait un des corollaires de ça, c'est qu'il y aura moins de croissance. Dans un monde dans lequel il y a moins de croissance, il y a une augmentation naturelle en fait des faillites, une pression sur le pouvoir d'achat des ménages. Est-ce que les banquiers ont traditionnellement l'habitude de prêter plus ? Est-ce qu'ils ont la volonté de prêter plus ? Non, parce qu'un banquier, ça doit gérer aussi le risque de défaut. On commence à voir l'augmentation d'un certain nombre de défauts dans certains segments, et donc naturellement, la réponse traditionnelle de la banque, peu importe le taux d'usure, c'est qu'elle va devenir progressivement plus exigeante. Il y a à la fois la notion de taux qui traduit le coût du crédit et l'argent que peut mobiliser l'acheteur final, mais aussi en fait l'accessibilité au crédit. Et en l'occurrence, nous sommes en fait dans un moment où les banques ont plutôt tendance, c'est pas sous la contrainte, naturellement, à prêter un peu moins facilement, être un peu plus exigeantes parce qu'elles ont compris
que l'environnement macroéconomique était un peu moins favorable. Et qu'est-ce que ça veut dire, un environnement macroéconomique un peu moins favorable? Eh bien, c'est un risque de défaut qui augmente un peu. Et vous savez, une banque, c'est ça. Hein. Rappelez-vous, faites les épisodes aux États-Unis, c'est moins une problématique de liquidité qu'une problématique de solvabilité. Est-ce que le volume de crédit distribué jusqu'à maintenant, eh bien, est-ce que mon acheteur en face, l'emprunteur, a la capacité à répondre à son exigence de remboursement? Et donc, c'est un peu ça le sujet. Et en fait, on est dans ce mouvement de basculement. Pendant un temps, le taux d'usure, finalement, c'était un prétexte, mais c'est ne pas comprendre que c'est véritablement la solvabilité de la demande finale qui, aujourd'hui, est interrogée. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, Pierre Sabatier, de donner des ordres de grandeur en matière de volume ou de niveau de prix pour cette année 2023 ? Je lisais avant cette émission que le groupe Aviv, par exemple, anticipe un recul de 20% des transactions sur l'année 2023. Est-ce que vous avez, vous, des ordres de grandeur que vous anticipez pour cette année 2023 ? Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs dans les économies qui sont un peu en avance de cycle. Hein. Aux États-Unis, on a baissé entre moins 30 et moins 40% sur les volumes de transactions. Voilà, ça sera peut-être un petit peu moins chez nous parce qu'on est sur un marché un tout petit peu moins tendu. Donc, entre 20 et 30% de baisse sur les volumes de transactions, ça s'entend. Et en termes de prix, on peut estimer que si on s'arrête à 3% de hausse des taux, ce qui n'est pas impossible, hein, donc c'est 3% de hausse des taux, ça coûte à peu près 25% de capacité d'emprunt pour la demande finale. Allez, considérons que les ménages peuvent aller un peu piocher dans leur épargne pour compenser ça. On est sur des niveaux de correction entre 15 et 20%. Entre 15 et 20%, et donc ça veut dire que les niveaux de prix vont probablement corriger, hein, donc pour acter le fait que l'augmentation des taux d'intérêt rend l'argent moins facilement disponible en quantité et en prix, et donc ça doit se traduire naturellement dans les prix. Alors d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle hein, pour les acheteurs de demain. C'est parce que ça va refléter le rendement. Votre émission, elle parle de patrimoine. C'est la gestion patrimoniale. Il n'y a pas que la valorisation des actifs, il y a aussi en fait ce qu'ils vous rendent, c'est-à-dire le rendement associé aux investissements que vous faisiez. Évidemment, en fait, un marché qui corrige en termes de prix d'une 15 à 20%, c'est un marché dans lequel en fait le loyer est bien reflété, c'est-à-dire que le rendement va naturellement tendre vers le haut. Et c'est ce qui devrait se produire d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. On aura un immobilier qui redeviendra en réalité plus attractif que ce qu'il était jusqu'à ce début d'année. Avec un coût d'acquisition un peu plus élevé, notamment vis-à-vis du crédit immobilier. C'est ça. Donc, le coût d'acquisition étant plus élevé, bien naturellement, on est un peu plus exigeant sur ce qu'on est en capacité en fait, de mobiliser pour le vendeur, à savoir le prix. Merci beaucoup Pierre Sabatier de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes économiste, prospectiviste et président de PrimeView. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart.